Bonjour, bienvenue dans ce nouveau programme Euromag. Euromag, vous savez qu'elle a évolué. Euromag est devenu aujourd'hui un partenaire média essentiel à Bruxelles pour la communauté africaine. D'ailleurs, nous souhaitons aujourd'hui la bienvenue à toutes ces associations qui ont bien voulu nous rejoindre et qui sont en direct aussi, grâce à nous, sur Facebook, sur YouTube. Aujourd'hui, on est au monde des médias. Que dire que par rapport à ce monde des médias, il faut aussi des endroits, des lieux essentiels, tels au cœur de l'Europe, le lieu qu'on appelle le Beaux-Arts. Pour beaucoup de gens, ça a on va dire une dénomination par rapport au bel art, mais pour nous aussi, c'est vraiment le cœur où aussi l'Afrique se retrouve. L'Afrique respire, l'Afrique discute et l'Afrique aussi propose. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau notre députée, Madame Maria Arena. Merci, Bonjour. Madame Maria Arena, de nous avoir rejoints. Et puis, le directeur général donc, des Beaux-Arts, Monsieur Dujardin. Merci, Monsieur Dujardin, d'être parmi nous. Merci. Alors, le sujet est assez sensible, mais on va commencer directement. Madame Maria Arena, on va vous retrouver aux Beaux-Arts, le premier, pour parler, on va le dire, de l'afrophobie. Aujourd'hui, on sait dans ce contexte mondial où justement on a peur de l'autre. Aujourd'hui, vous avez décidé aussi de rejoindre ce festival Afropolitan qui se passe du 2 au 5 avril. 5 février. On enregistre. De rejoindre ce festival Afropolitan qui se passe du 3 au 5 février 2017, ici au cœur de l'Europe. Pourquoi avoir choisi cette thématique et pourquoi avoir accepté de participer à cette thématique de l'afrophobie? Alors tout d'abord, je souhaite remercier Beaux-Arts pour l'offre culturelle qu'ils nous donnent dans le cadre du festival Afropolitan. Et je pense que c'est important de pouvoir partager la question des cultures avec le continent africain, mais aussi et surtout avec les personnes, je dirais, d'origine ou les personnes qui sont aujourd'hui de la diaspora et vivant aujourd'hui en Europe. Promouvoir la culture, c'est aussi lutter contre les stéréotypes. Et malheureusement, avec, je dirais, les histoires que nous avons, que ce soit l'histoire des Noirs américains, et on en parlait avec Monsieur Dujardin, que ce soit les histoires de l'esclavage, par exemple, ou que ce soit les histoires des colonies, font qu'il y a une forme de, je dirais, de perception de la personne d'origine africaine qui est souvent perçue comme étant avec un feeling négatif. Et j'ai presque envie de dire, vous savez, moi je suis d'origine italienne, je viens même de la partie la plus sud de l'Italie, à savoir la Sicile. Et vous savez, j'ai une partie de ma famille qui vit dans le nord de l'Italie. Et ils nous disaient quand nous étions petits, mais vous êtes les Africains. Et je ne comprenais pas vraiment bien parce que moi, c'était plutôt un honneur de dire qu'on vient de ce grand continent qui était le continent africain. Et en fait, j'ai perçu très très tard qu'il s'agissait là plutôt d'une manière de diminuer ce que nous étions plutôt que de valoriser ce que nous étions. Et donc moi, je pense qu'il est important par la culture, et c'est ce que nous offre le Festival Afropolitan, de valoriser les connaissances, les compétences, les cultures, la littérature, le cinéma des personnes qui sont, je dirais, empreintes de la culture africaine. Alors, Monsieur Dujardin, justement, on parle de l'Afropolitan. Nous sommes associés, Euromag s'est associé justement à essayer de produire des capsules par rapport. Pour nous, il n'y a pas de différence entre maghrébins et subsahariens. Nous sommes tous des Africains. Que pensez-vous justement de cette thématique et pourquoi cette, on va dire, cette différence? D'abord, soyons clairs, on est des analphabètes de cette réalité. D'abord, on ne la connaît pas bien. On ne peut que la connaître si on va vers l'autre. Et je peux qu'encourager tout le monde d'aller vers le continent africain. Ce que j'essaye de faire au maximum est de visiter ce continent. Alors c'est clair que si je prends que l'exemple de notre passé colonial pour nous, citoyens belges, vous prenez, c'est comme ça que je commence souvent mes conférences, je prends le Congo et je le mets sur l'Europe. Et l'Europe est aussi grand ou aussi petit que le Congo. Alors ce continent africain est naturellement complexe et naturellement par le passé colonial, il a été naturellement divisé dans des grandes parties. L'histoire avec ce continent est dans notre Renaissance. Et en 1444, c'est les premiers 250 esclaves qui viennent en Europe et qui, pour un tiers, sont donnés au roi du Portugal. Alors il y a une histoire, comme vous l'avez bien dit, Mme Arena, cette histoire coloniale et en même temps de la Renaissance et de l'esclavagisme. Mais ça va au-delà. Je pense que déjà dans la littérature grecque, on parle des hommes libres et des esclaves. Et Montesquieu
a toujours dit que dans cette relation transatlantique, comme on avait tué tous les Indiens, il fallait avoir les esclaves noirs pour reconstruire les États-Unis. C'était au 18e, dans la période des Lumières, une réalité normale, qu'il y avait les esclaves et les Noirs étaient dans cette situation inférieure. J'étais à l'ouverture du musée afro-américain, où finalement c'est un citoyen américain qui a dû faire lui-même le fundraising pour faire le 19e musée du Mall à Washington et a dû trouver tout l'argent pour le construire. Bush a donné son accord et c'est pour ça que l'épouse d'Obama l'a embrassé le jour de... Ça a été une photo qui a fait le monde entier, tellement qu'il l'a remercié qu'on a pu faire ce musée afro-américain et qu'on a pu penser à la mémoire. Maintenant, revenons sur cette diversité du continent. C'est un des thèmes du festival, comment le vivre ensemble des 25-30 millions d'Européens d'origine africaine, parce que finalement, le projet, notre défi, n'est pas seulement s'intéresser au continent, mais aussi s'intéresser principalement à une autre problématique, qui est la diaspora. Et cette diaspora est très grande. Et dans nos villes en Europe, il y a notamment cette diversité. Et étonnamment, on fait souvent la différence entre l'Africain du continent de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Nord, l'Afrique plus liée au monde arabe, et qu'il y a une diversité là-dedans et aussi des moments de conflit. C'est normal, parce que je ne dois pas vous le dire, tout le Maghreb, la problématique du Maghreb est souvent la fermeture de toutes les frontières entre tous ces pays du monde arabe. Alors c'est-à-dire que la complexité entre le nord et le centre du continent africain est encore plus complexe dans tous les pays entre elles. C'est là où je voulais revenir en parlant de l'Italie. Connaissant l'Empire romain, vous savez que nous aussi en Algérie, nous avons eu Saint-Augustin, mais aussi on a eu parmi les plus belles villes, je vais dire, dans le nord de l'Afrique romaine. Et c'est vrai qu'à l'époque, on parlait de l'Afrique, on ne parlait pas d'une division entre certaines régions. Aujourd'hui, il est vrai que les Beaux-Arts proposent, à travers aussi Euromag, de réaliser, on va dire, de parler de ces préjugés et de cette tension qui existe entre les deux communautés, donc maghrébine et subsaharienne, alors que, en fait, c'est une population qui est appelée à s'unir et à travailler ensemble. Aujourd'hui, je remercie bien sûr les Beaux-Arts par rapport à ce festival d'Afropolitaine, mais Madame Maria Arena, comment aujourd'hui, au sein de l'Europe, voit-on cette afrophobie et quelles sont les solutions que l'Europe propose justement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc, premièrement, le terme afrophobie est très nouveau. Et comme le disait M. Dujardin, on est assez analphabète sur comment définir effectivement cette question d'afrophobie. Alors on a un certain nombre d'instituts qui sont des instituts de lutte contre le racisme, où il y a des possibilités de dépôt de plainte quand il y a des discriminations. Parce que nous avons des lois anti-racisme, parce que l'afrophobie est du racisme, effectivement. Donc il y a des lois. Il y a des entités qui permettent de déposer les plaintes et donc d'être poursuivis dans le cadre de discrimination, que ce soit les discriminations à l'emploi, que ce soit les discriminations au logement, parce qu'il y a des discriminations liées à votre couleur de peau, effectivement, ou les discriminations à l'éducation, on en parle beaucoup moins. Mais si on regarde aujourd'hui dans les différents secteurs de l'enseignement, eh bien, il y a des enseignements qui ne sont pas autorisés aux personnes de couleur. Alors ça ne se fait pas officiellement, mais de manière assez vicieuse, il y a des écoles qui sont fermées à la diversité. Donc il faut travailler, non pas au niveau européen bien entendu, quoiqu'il existe des directives européennes qui permettent de lutter contre ces discriminations. Mais ça c'est la loi. Et c'est l'application de la loi. Moi, je pense qu'il y a vraiment un travail qui est un travail de changement de mentalité par rapport à la perception de l'autre. Et comme je le disais tout à l'heure, ces changements de mentalité ne s'opèrent que si vous ouvrez le monde de l'autre. Et des festivals tels que Afropolitan ouvrent le monde de l'autre. Il n'est pas nécessaire d'aller en Afrique pour comprendre le monde de l'autre. Vous pouvez voir le monde de l'autre et voir qu'il se passe des choses fabuleuses qui ne mettent pas les blancs supérieurs aux noirs, mais qui vous mettent dans une relation qui est une relation égale en matière culturelle. Je vous dis, nous sommes attaqués au problème Molenbeek-Matangé. Quoi qu'on en dise, Molenbeek est une superbe, je vais dire, commune, à laquelle justement ce matin nous sommes en direct à Molenbeek et on y vit très très bien. Malheureusement, avec tous ces attentats et tous ces problèmes qu'il y a eu vis-à-vis du terrorisme et du djihadisme, nous regrettons qu'elle ait eu une mauvaise notoriété, mais la population de Molenbeek est issue de cette diversité. Qui habite en Belgique depuis 50 ans, depuis 70 ans pour les Italiens. Alors aujourd'hui, quand on parle d'afrophobie, est-ce qu'on parle de cette peur de l'autre
alors que Bien ce sûr. sont des Européens, des Bruxellois? Ou est-ce qu'on parle, comme la semaine dernière, malheureusement, Miss Belgique, c'est aussi, je veux dire, tout à fait montré avec un petit tweet, et malheureusement, ça a donné, je vais dire, des deux côtés. Nous le dénonçons grandement des deux côtés. Ce n'est pas uniquement du côté de Miss Belgique, mais c'est aussi des personnes qui sont belges et qui disaient, mais ces Belges se prennent pour qui? Mais vous êtes belges. Oui. Nous avons Mais- choisi ce pays-là. Donc, s'il Quand vous je plaît. parle de l'autre, ce n'est pas l'autre en fonction de sa nationalité ou l'autre en fonction de son origine, c'est l'autre en fonction de ce qu'il a de différent de moi. Et donc, la nationalité ne me rend pas égale à l'autre. Et donc, c'est plutôt la perception que j'ai de la différence. C'est ça, l'altérité, c'est le fait de considérer l'autre comme étant différent, mais pas comme étant une menace. Je dis toujours, moi, je préfère me réveiller le matin et en regardant le miroir, me dire que je vais rencontrer autre chose que moi pendant la journée. Et c'est ça l'autre, c'est de me dire que je vais rencontrer la différence. Alors, Monsieur Dujardin, un mot qui a été très fort, donc la nationalité qu'on acquiert ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des lois, mais aujourd'hui, peut-être, par ce biais de l'afropolitaine, on va pouvoir parler de cette thématique. Comment la veuillez-vous, cette afrophobie? D'abord, je pense qu'il y a un travail d'enseignement fondamental. Et je pense qu'on doit aussi travailler vraiment sur une réforme sur nos institutions en général et une réforme aussi dans la perception dans le monde des médias et une réforme dans le monde de la culture. Je dois dire moi-même, je fais mon mea culpa, cette réalité ne s'identifie pas dans nos institutions culturelles. Je le vois un peu partout en Europe. On vise très fort l'un que l'autre, le monde de la culture, le monde du socioculturel. Nos institutions sont blancs. Et il y en a d'autres qui sont de couleur. Mais ces diversités que Martin Arena vient de défendre, elles n'existent pas malheureusement, ni dans les médias, ni dans le monde culturel, et n'oublions pas même dans les arènes parlementaires. Alors, on a un travail énorme, et en plus de ça, pour l'instant, on vient de faire un grand colloque sur la peur en Europe. Soyons conscients que le populisme, pour l'instant, même dans des pays où il n'y a pas de migration, il n'y a presque pas de migrants, ni dans le nord, dans le sud, par exemple des pays du Portugal ou jusqu'à la Finlande, ou à Prague, il n'y a presque pas de problème de migrants, il n'y a pas de diversité en Pologne, mais quand même on est plus raciste qu'ailleurs. Alors je pense que c'est important que les études sur le racisme soient mieux établies, que des cadres légaux sur cette problématique soient mis en place, et ça c'est un travail européen qui doit avoir une politique, et nous, les institutions culturelles, et je dirais nous sommes là un peu précurseurs. Une maison comme le Palais Beaux-Arts doit s'ouvrir et on veut montrer à nos collègues européens un peu partout en Europe que c'est tout à fait possible de jouer le jeu de l'art et de l'art qui est dans les communautés. Aujourd'hui même, en communauté française de notre pays, on va remettre les prix de la musique. Et j'ai entendu que par exemple l'hip-hop qui vient de ces communautés n'aura pas de prix. Alors c'est invraisemblable que dans les communautés urbaines aujourd'hui qui sont vraiment la meilleure intégration de cette diversité culturelle, la Fédération de Bruxelles ne donnera pas un prix à la communauté hip-hop. Alors ça veut dire que quelque part, il y a une prise de conscience, je pense qu'ils feront l'année prochaine. Et on ne doit pas être dans la critique, on doit être dans l'empathie. Parce que je reviens là-dessus, quelque part, il y a un analphabétisme et que par ça, il y a une prise de conscience et c'est notre travail d'aller vers les communautés, mais avec des cadres peut-être légaux, avec un coaching. Et le légal, c'est quelque part la discussion toujours d'éthique. On peut avoir une liberté, l'être humain doit être libre, mais c'est pour ça qu'il y a une démocratie parlementaire d'accompagner le citoyen à faire un travail un peu plus obligatoire du vivre ensemble. Et autant dans le monde de la culture, c'est les contrats-programmes qui peuvent obliger les institutions culturelles à faire un travail avec les communautés. Aujourd'hui, ça ne l'est pas réellement et on n'est pas toujours, on est libre mais on doit être responsable dans sa politique. Alors culturelle. Madame Maria Arena, aujourd'hui justement les Beaux-Arts reflètent, je vais dire, cette diversité, mais est-ce qu'au sein du Parlement européen, c'est assez connu, ou est-ce qu'il y a un problème de langue peut-être des fois, parce que quand c'est en français et que les personnes ne parlent pas cette langue, ne viennent pas participer, est-ce que vous avez une remarque par rapport à ça, ou est-ce que vous avez une sollicitation pour qu'on puisse justement faire évoluer le Afropolitan vis-à-vis de la plus grande majorité?
Alors, mais nous, par exemple, dans le groupe socialiste et démocrate, depuis le début de cette législature, nous avons décidé de consacrer une semaine ici au Parlement européen sur la question de la relation Union européenne-Afrique. Cette relation Union européenne-Afrique peut prendre diverses je dirais, priorité. Et souvent, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de ne pas la limiter à la question de la migration. Parce que souvent, quand on travaille sur la relation Union-Afrique, la première chose qui vient effectivement sur la table, c'est le phénomène migratoire. Alors, il ne faut pas le nier, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes africaines qui souhaitent rejoindre le continent européen, mais je pense qu'il est important de souligner que le phénomène migratoire est beaucoup plus, c'est plus de 90% de la migration qui a lieu en interne même de l'Afrique, c'est-à-dire entre pays africains. J'étais par exemple au Kenya, et dans une partie du Kenya, une ville de 100 000 habitants, une ville voisine de la Somalie, a accepté 300 000 réfugiés. Et donc la migration est plutôt une migration sur le continent africain. Et puis une partie de cette migration arrive effectivement en Europe. Mais on doit faire comprendre ça aux Européens. Le continent africain ne se vide pas vers l'Europe, que du contraire, il bouge beaucoup à l'intérieur du continent africain. Par contre, je pense que le Parlement européen doit considérer l'Afrique comme un partenaire. C'est son continent le plus proche, et donc il doit le considérer comme un partenaire. Pas uniquement sur la question du développement, sur la question économique, sur la question culturelle, sur la question des échanges. C'est comme ça qu'on doit considérer l'Afrique. Il faut qu'on sorte de cette logique post-coloniale. On n'est plus en colonie, on n'est plus post-colonial, on est au XXIe siècle, qui est vraiment une relation de partenariat. Alors, Monsieur Dujardin, justement, nous saluons le Beaux-Arts parce qu'en fait, il n'y a pas que le desk Afrique, il y a aussi le desk oriental avec Moussem, qui aussi la semaine prochaine va commencer, je veux dire, son festival Beyrouth, qui s'ouvre justement vers cette diversité. Vu ce que le président américain a dit sur Bruxelles, que nous étions le centre, je ne dirais pas plus par rapport à cette thématique, est-ce que vous l'avez senti que dans la diffusion au niveau du Beaux-Arts, la langue au niveau européen n'attirait pas assez? C'est-à-dire que quand il y avait des programmes uniquement en français ou en flamand, on devait encore essayer peut-être par rapport à la diversité d'aller vers des programmes en anglais. Mais je suis très content que je vais à Bruxelles. Voilà. Et je dis toujours, Bruxelles n'est pas Paris ni Londres, mais c'est une ville très cosmopolitaine. J'habite dans un des districts de Bruxelles qui est Saint-Josse, et dans 1 km² qui est aussi grand que la cité interdite à Pékin, est la communauté la plus dense, avec 153 différentes langues. Alors la réalité des langues est une réalité de Bruxelles dans sa plus grande diversité. La langue la plus parlée de la communauté migrante à Molenbeek, c'est la communauté italienne. C'est elle qui est arrivée là au moment de la déportation en 1946, comme on peut oser dire aujourd'hui après 60 ans d'histoire. Les historiens parlent de déportation, mais elle s'est intégrée parce que c'est que par des matchs de foot qu'on voit que la communauté italienne vit à Molenbeek. Un autre élément très intéressant sur la langue, c'est que le monde entier connaît Molenbeek, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. C'était un lieu dit où on avait une activité industrielle. Le deuxième mot flamand de cette petite rivière, c'est déjà la séparation et la polarisation de la communauté, c'est apartheid. C'est le deuxième mot flamand que le monde entier connaît, hein, Molenbeek et apartheid. C'est-à-dire que la problématique du vivre ensemble et linguistique est une chose. Ce que Trump en pense, c'est naturellement pas mon problème actuellement, mais en même temps, je trouvais très intéressant ce que vous disiez sur les partenaires de l'Europe. Je pense qu'on doit faire des choix. Le choix est certainement pour moi personnellement l'Europe d'abord, parce que l'Europe, ce n'est pas les 28 pays, c'est une quarantaine de pays, c'est aussi la Russie et toute l'Europe de l'Est, parce qu'on pense que l'Est c'est Pologne, non, ça c'est le centre de l'Europe. Et on a une Europe très importante, culturelle commune, sur laquelle, quand je suis aujourd'hui à Bucarest, qui aura la première fois une présidence européenne, bientôt, hein, la Bulgarie, eh bien c'est intéressant, à Sofia, c'est intéressant d'entendre que ces gens, les artistes là, les intellectuels, vous les Européens, il faut se rendre compte qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a beaucoup de chances qu'ils ne se sentent plus à l'intérieur de l'Europe. Première chose. Et deuxième priorité, c'est certainement le continent africain, sur lequel il y a 100 millions d'Africains qui attendent de venir chez nous. Mais comme vous l'avez très bien dit, il y a une réalité culturelle incroyable quand on voit aujourd'hui
que début des indépendances, que la moitié de l'Europe, de l'Afrique est devenue indépendante en 60, on était à 150 millions d'Africains, on est à 1,3 milliard aujourd'hui. C'est un continent qui vit, c'est un continent qui a de l'avenir. Quand on voit que Kinshasa, c'est la ville en la plus grande croissance du monde aujourd'hui, que culturellement, il y a une activité incroyable, comme Lagos et toutes les autres villes de l'Afrique, je crois qu'il y a un vrai avenir là-bas, qu'on doit y investir, qu'à court terme, on verra toujours qu'il y aura une migration, c'est clair, quand il y a une opportunité. La perception de l'Afrique sur l'Europe est très positive. Nous sommes toujours en train de se plaindre de nos problèmes économiques, politiques et autres. Quand je viens en Afrique, il y a une relation entre l'Africain et l'Européen d'une façon extraordinaire. Il y a une volonté de collaborer. Alors il y a pour moi un aspect d'avenir d'une renaissance commune et certainement autour de cette Méditerranée il y a 6 mers un peu communes qui étaient toujours en tension, en harmonie à travers tout le monde. Depuis la mer de Corée, il y en a 6 dans le monde où il y a cette problématique commune de tension autour d'une mer. Et ça, c'est vraiment ce qui est formidable, qu'autour de cette mer, tous les pays ont eu à un moment donné un développement exceptionnel. Alors justement, pour la dernière parole, si on pourrait passer, il y a eu hier un buzz sur Internet. En fait, on a vérifié, ce n'était pas vrai, mais on aurait fait dire à Trump qu'il disait, puisque c'est africain, qui n'arrive pas justement à se décider, peut-être qu'il devrait être recolonisé. Alors, c'est quelque chose qui nous dérange aussi en tant qu'Africains, parce qu'en fin de compte, ça veut dire que cette autonomie serait aussi remise depuis longtemps. Quand on parle de langue, nous diffusons en langue française, et vous savez que dans certains pays, justement, on nous dit « Ah, vous êtes les Français, vous n'êtes pas les Africains ». Mais ici aussi, à Bruxelles, puisque je reviens sur cette dernière thématique, par rapport aux Italiens, par exemple, il y a beaucoup d'Italiens qui ne parlent plus l'italien, il y a beaucoup d'Arabes qui ne parlent plus l'arabe, il y a beaucoup de Berbères qui ne parlent plus leur langue, parce qu'ils se sont habitués à cette langue, et ils se sont retrouvés justement entre deux chaises. Donc, par rapport à cette thématique de l'afrophobie, j'aimerais d'abord avoir M. Dujardin, avant de conclure avec Mme Arena. Est-ce qu'un festival suffira ou est-ce que c'est un travail justement de long terme? D'abord, je dirais, en 93, 93, Anvers, c'était la ville culturelle européenne. Et l'affiche dans la ville était « Est-ce que l'art peut sauver le monde ?» C'était la promotion du curateur Eric Antonis à l'époque. Normalement, on va pas, le monde de l'art ne va pas sauver le monde, mais elle est une partie du débat entre le politique, économique et le culturel. Alors, n'oublions pas, comme Européens, que 60 millions d'Européens ont quitté l'Europe et qui ont été des migrants eux-mêmes à travers tout le monde. Et aujourd'hui, c'est vrai que souvent, la deuxième, troisième, quatrième génération de ces migrants européens essayent de retrouver leurs racines. Je pense que c'est toujours bien de ne jamais oublier et de garder une certaine... Mais l'intégration et en même temps ne pas oublier ses racines, c'est deux choses qui peuvent tout à fait le vivre ensemble. Et je trouve ça formidable de voir cette énorme diversité, de pouvoir avoir cette deuxième, troisième génération. Et il y a toujours une minorité quelque part qui ne se sent pas intégrée. Et c'est quelque part, nos institutions peuvent être une partie de ce travail. Mais je reviens comme conclusion, je pense que le monde politique et la démocratie dans lequel nous vivons, si nous voulons défendre nos valeurs que nous avons défendues, on doit d'abord brosser devant nos portes avant de donner des commentaires néocolonialistes aux autres, de penser que nous-mêmes, on doit faire un effort chez nous pour garder ces valeurs de diversité, humaniste et tout ça pour l'avenir. Merci beaucoup. Madame Arena. Alors moi, je dis toujours, et je prends toujours deux exemples en ce qui concerne l'intégration. La première, c'est il n'existe pas d'arbres avec de beaux fruits s'ils n'ont pas des racines qui sont bien implantées. Et donc, connaître ces racines, c'est toujours un plus, parce que ça permet de connaître son histoire et de mieux la vivre aussi par rapport à la manière dont on se projette dans le futur. Et donc, la connaissance de ces racines passe bien entendu par la langue, mais pas uniquement par la langue. Elle passe par plein d'autres choses. Et donc, dire que parce qu'on ne connaît pas la langue de ses grands-parents, on ne peut pas connaître son passé, c'est faux. Moi, pendant tout un moment, je ne parlais pas l'italien, parce que la première priorité était de parler le français et le néerlandais en Belgique. Et donc, cette troisième langue, finalement, était mise un peu de côté. C'est quand je suis arrivée au Parlement européen
que je me suis dit, ben, l'italien peut me servir parce que j'ai des collègues qui sont italiens et donc je me suis remise à apprendre l'italien et c'est vrai que quand on l'a eu dans ses oreilles, même si on ne le pratique pas, c'est quelque chose qui revient. Et donc la langue, je dirais, peut être un facilitateur de connaissances, mais il peut aussi être latent. La deuxième expérience que je donne toujours, c'est que l'intégration, c'est comme une fleur. Il y a un cœur que l'on doit partager. C'est celui qui nous nourrit et qui doit être commun à tout le monde. Et puis, il y a les différents pétales de cette fleur qui fait nos différences. Mais on participe tous à cette même fleur. Et j'aime beaucoup ces métaphores parce que souvent, on a tendance à nous opposer. Moi, je dis qu'on participe à cette même beauté, à cette même fleur, avec chacun nos différences, mais on participe à un même projet. Et pour moi, l'intégration, c'est aussi ça. Eh bien, merci. Voilà, c'était le programme d'Euromag. Euromag, vous savez, ce sont des Européens d'origine maghrébine, mais malgré cela, il faut savoir que nous sommes africains. Et qui dit Afrique aujourd'hui, pour nous, l'Afrique est l'avenir de l'Europe, même si elle a été le passé. Et si vous n'aimez pas les Africains, eh bien, ce qu'ils m'ont dit, c'est que les Africains vous aiment et aiment cette langue, le français, qui pour eux n'est pas la langue du colon, mais est une langue qui s'exprime, la langue de Victor Hugo, la langue aussi de plusieurs Albert Camus pour nous. Et puis, on espère bien sûr vous recevoir et couvrir aujourd'hui au niveau du Beaux-Arts. Donc, vous serez présente le 1er février. Au niveau du Beaux-Arts à 17h. Vous serez aussi, on sera à l'Afropolitane le 3 au 5 février. Et sans oublier, Moussem Cities, cette année Beyrouth, du 2 au 18 février, qui va justement s'ouvrir. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est ce que le Beaux-Arts vous propose, ce que le Beaux-Arts vous offre. N'oubliez pas que le Beaux-Arts est au cœur de l'Europe. Le Beaux-Arts est un des lieux culturels les plus importants ici, pour nous, sur Bruxelles. Merci, Monsieur Desjardins, merci, Madame Arena. Merci à vous. Et je vous propose d'être présente jeudi prochain sur la même page pour écouter et suivre nos députés européens. Au revoir.